Chers amateurs de frissons et d'histoires horrifiques, bienvenue dans les contes de l'étrange. Ce soir, j'ai deux histoires à vous raconter. Deux récits macabres sur le thème horreur sur YouTube. Elles vont vous plonger dans les ténèbres de votre plateforme de vidéo préférée. Et pour aller encore plus loin dans l'horreur, je vous ai aussi préparé une petite surprise. Une anthologie de 15 nouvelles illustrées à télécharger gratuitement. Je vous en reparle en fin de vidéo. Sans attendre, nous allons plonger dans notre première histoire, où l'horreur se manifeste au sein même de votre espace de discussion préféré. Elle s'appelle le commentaire. 197 commentaires. Je me force à respirer calmement. C'est plus que le nombre ridicule que je redoutais, mais aussi moins que je n'espérais. Mon cœur tambourine fort contre mes tempes, plus fort que je ne voudrais. L'anxiolytique que j'ai pris avant de trouver le courage d'enfin me connecter à ma chaîne YouTube n'est pas aussi efficace qu'il n'aurait dû l'être. Mais je sais que je n'ai plus vraiment le choix et qu'il est temps que je lise enfin les commentaires sous ma dernière vidéo. Ce n'a pas toujours été aussi difficile pour moi. Il n'y a encore pas si longtemps, j'adorais ma chaîne consacrée au paranormal et à l'horreur. Une partie de moi l'adore encore. Cette chaîne, c'est 5 ans de ma vie, 5 ans de travail, de passion, de partage acharné. Et que de chemin accompli depuis mes premières vidéos où, d'une voix encore hésitante, je répétais mot pour mot des creepypastas et des légendes urbaines glanées dans les tréfonds du web, devant une caméra à la résolution d'une poêle à frire. Au fil des années, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué. Anna Renard, ado timide et mal dans sa peau, est devenue Par Anna Normal. Un pseudo que je trouve légèrement ridicule aujourd'hui, mais j'avais 15 ans et ça me semblait être le summum des jeux de mots à l'époque. À travers elle, je suis devenu une créatrice de contenu fière de son travail et plus sûre d'elle-même. Pour tout ce qu'elle m'a apporté, en termes d'assurance, de rencontres, de plaisir de créer des choses qui me passionnent, j'ai aimé cette chaîne d'un amour fou pendant des années. Mais ça, c'était avant. Avant le début de mon petit succès, avant mes quelques centaines de milliers d'abonnés, avant la pression à se dépasser constamment, faire toujours mieux, toujours plus, la course aux sujets plus originaux et populaires, même quand ça ne me plaît pas tant que ça, la poursuite aux likes et aux vues. C'était avant le harcèlement, les menaces de mort, le burn-out et les pensées noires. Internet est cruel avec les créatrices de contenu, et je suis bien placé pour le savoir. Malgré tout ça, j'aime toujours ma chaîne, même si je dois parfois lutter et me gaver de calmants pour m'en rappeler. Si je redoute tant de lire les commentaires qui m'attendent aujourd'hui, outre la peur des commentaires violents, c'est parce que j'appréhende la réaction à l'annonce que j'ai faite dans ma dernière vidéo. Je la connais par cœur cette annonce, même si je l'ai tournée il y a plusieurs semaines. J'ai tellement retouché ce passage en écrivant mon script que les mots pourraient aussi bien être gravés directement sur ma peau. J'ai beaucoup réfléchi et voilà, même si je sais que vous êtes beaucoup à adorer ça, je vais arrêter mon contenu true crime, au moins pour l'instant. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Le true crime est un sujet qui m'a longtemps fasciné. Ces rouages macabres qui tournent dans l'esprit de certaines personnes et les poussent à commettre des actes indicibles et sanglants. Ensuite, je dois admettre que ce n'est pas évident de laisser tomber ce qui fonctionne le mieux sur sa chaîne. Mais ce n'est plus ce que je veux. Pour commencer, toutes ces recherches extensives sur des cas plus sordides les uns que les autres ne sont pas bonnes pour ma santé mentale. Surtout, je suis de moins en moins convaincu du bien fondé de ma démarche. J'essaye de ne pas tomber dans le voyeurisme malsain, mais même ainsi, est-ce moral de capitaliser sur des histoires et des souffrances bien réelles, derrière lesquelles il y a de vraies victimes ? J'ai tourné et retourné cette question dans ma tête un bon paquet de fois, et je sais juste que je n'ai plus envie de continuer comme ça. Quelle que puisse être l'éthique de faire ou non du true crime, pour l'instant je n'en fais plus, et je dois faire face à mes commentaires en réaction à ça. Même si ça me terrifie, même si je redoute de me prendre une déferlante de haine, et que tous mes abonnés m'abandonnent au fond des limbes d'internet, avec mes petites vidéos qui se concentreront sur des sujets qui me font vibrer mais n'intéressent que moi. Cela dit, ignorer le problème, même s'il s'agit de mon mécanisme de défense préféré, n'arrange rien. Ça fait déjà 3 jours depuis la sortie de ma vidéo que j'angoisse constamment à l'idée de ces commentaires, sans même les avoir lus. Alors quitte à être anxieuse de toute façon, autant l'être en arrachant le pansement une bonne fois pour toutes. Une profonde inspiration et je me mets à lire.
Ce n'est pas autant un champ de mine infâme que ce que je craignais, ce qui ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir pour autant. De nombreux commentaires sont adorables, compréhensifs et pleins de soutien, m'écrivant que c'est ma chaîne, que je dois faire ce qui est le mieux pour moi, qu'ils continueront de me suivre. D'autres sont beaucoup moins positifs. Outre les habituelles insultes et autres commentaires sur mon physique, mon poids, mon maquillage, et de merveilleux conseils m'invitant à arrêter carrément les vidéos et à retourner dans ma cuisine, je rencontre de nombreuses critiques plus argumentées, mais loin d'être élogieuses. Des gens me disant que j'ai tort, que le true crime est mon contenu le plus populaire pour une raison, que ça ne les intéresse pas que je me recentre vers mes racines en reprenant des vidéos plus axées sur le paranormal et le monde de l'étrange. C'est dur à avaler. Je remonte jusqu'à des commentaires plus anciens m'arrêtant sur l'un d'entre eux. Je préférais ton ancien contenu. Tu devrais refaire des vidéos sur des disparitions et meurtres réels. Je sais que tu as dit que t'étais à court de nouvelles histoires, mais tu devrais t'intéresser à l'histoire de Morgana Dusquet. Ça me rend malade. C'est un commentaire bien inoffensif, respectueux et argumenté, presque aimable. Mais pour une raison que je ne m'explique pas, c'est la goutte d'eau. Ce « je préférais ton ancien contenu » fait mal. Et j'en ai plus qu'assez des injonctions, encore et toujours, fais ci, ne fais pas ça, tu devrais traiter tel sujet, tu devrais t'intéresser à ça, tu devrais. Tiens Anna, parle donc de la disparition de cette Morgana Dusquet, dont tu n'as jamais entendu parler et franchement pas grand chose à faire. Oh, tu viens d'expliquer dans une annonce qui t'a bouffé la vie et déchiré le cœur que tu ne voulais plus faire ça. Je m'en fiche, moi j'ai envie que tu refasses comme tu faisais avant. Je me sens soudain épuisé, las et dégoûté. Inutile de m'infliger ça plus longtemps. Je referme mon PC et quitte ma chambre. Je rejoins la cuisine où ma mère et Zélie, ma sœur, sont réunies pour préparer le repas. Ou plus exactement, ma mère prépare le repas et Zélie subit ses remontrances à propos des cours qu'elle sèche régulièrement et de ses mauvaises notes. Quand elle me voit, Zélie m'accueille comme une sauveuse. « Anna, enfin sortie de ton antre, tu vas pouvoir m'aider à me défendre contre ce cerbère venu des enfers. » Je l'enlace tandis que ma mère fronce les sourcils. « Je ne me mêle pas de vos histoires, dis-je très vite pour couper court à la dispute qui menace. Je viens en émissaire neutre, je suis la Suisse. » Zélie me tire la langue. « Lâcheuse !» Je me hisse sur un des tabourets de cuisine pendant que ma mère reprend ses remontrances, à grands coups de « pense à ton avenir » et de « je m'en fous, moi je l'ai mon bac ». Dehors, le temps est humide et poisseux. Un temps d'hiver maussade aux accents lugubres. Je fixe mon visage flou dans le reflet embué et tente de percer les ténèbres, en vain. Puis vient le temps de passer à table. On se glisse dans la salle à manger et on se lance dans une conversation banale, bourdonnement familier qui se combine à celui de la télé en bruit de fond. Ma mère nous demande comment s'est passée notre journée. J'évite soigneusement de lui parler de ma lecture de commentaires et je me contente de parler de la fac et de ce dossier que j'ai à faire avec un tas de gens incompétents. Ma mère acquiesce, puis son regard est attiré par la télé qui diffuse le JT. À l'écran, la présentatrice prend un air grave pour annoncer la disparition inquiétante d'une jeune fille, tout juste à la périphérie de notre ville. Par réflexe, et même si c'est horrible de le dire, par une sorte de déformation professionnelle, je prête immédiatement intérêt à cette histoire. L'adolescente a à peine 1 an de moins que Zélie, ce qui me fait tout drôle. Elle n'est jamais rentrée chez elle après son cours particulier de piano la veille et la thèse de la fugue semble écartée par les enquêteurs. Tandis que la journaliste qui présente le sujet égrène les quelques faits à la disposition du public, un avis de recherche s'affiche à l'écran, avec photo de la disparue et informations pour l'identifier. « C'est terrible », murmure ma mère en secouant la tête. Mais je ne réponds pas. Je l'entends à peine, happé par l'écran. Car sur l'affiche, j'ai repéré le nom de la jeune fille, Morgana Dusquet. Ce nom me fait tiquer. Est-ce que ça ne serait pas... Prise d'un étrange doute, j'écourte le dîner autant que possible et file dans ma chambre. Les lignes défilent à toute vitesse sous mon curseur et je finis par retrouver ce que je cherchais. C'est bien ce qu'il me semblait. Morgana Dusquet est la fille citée dans le commentaire que j'ai vu avant le dîner, qui me conseillait de me pencher sur sa disparition. Pfff, t'as raison mon gars. N'attends même pas que le corps ait refroidi pour me réclamer une vidéo sur l'affaire, me marmonnai-je à moi-même, écœuré par le manque de décence dont peuvent faire preuve certaines personnes. La disparition est à peine annoncée que déjà des tendus se précipitent sur ma chaîne pour réclamer du contenu tout prêt pour eux. Mais quelque chose cloche. Je ne parviens pas exactement à déterminer quoi, mais ce commentaire me paraît louche.
Je me concentre sur l'auteur. Son pseudo est une suite de caractères visiblement sans queue ni tête. Sa photo de profil est l'image par défaut de YouTube. Et sa chaîne, quand je l'ouvre dans un nouvel onglet, est complètement vide. Un bot ? C'est alors que je la remarque. La date. Il y a 3 jours. Le commentaire a été posté le jour de la sortie de ma vidéo, et il n'est pas indiqué comme ayant été modifié depuis. Mais la journaliste du JT disait que la gamine avait disparu depuis la veille. Un vertige d'angoisse me saisit. C'est quoi cette histoire ? Peut-être que j'ai mal retenu ou mal compris la date annoncée à la télé. Peut-être que la journaliste s'est trompée ou que la disparition date de plusieurs jours mais n'a été signalée qu'hier à la presse. Ni une ni deux, je me mets à écumer le web pour voir ce qui se dit à ce sujet. Je lis des articles de presse, vérifie les informations disponibles, fouille jusqu'à retrouver des réseaux sociaux de proches. Je trouve effectivement des avis de recherche diffusés sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aucun qui ne remonte à plus tôt que la veille. Tout ce que je trouve corrobore ce qui était dit dans le reportage du JT, à savoir que Morgana a disparu la veille en fin d'après-midi, soit il y a un peu plus de 24 heures. Mais dans ce cas-là, comment peut-il y avoir un commentaire sur ma chaîne YouTube parlant de sa disparition datée de 3 jours plus tôt, soit 2 jours avant qu'elle ne disparaisse ? Je fixe mon écran à m'en brûler la rétine, comme si j'espérais déceler la vérité quelque part entre 2 pixels. Le cœur bat à mes tempes et ma bouche est sèche comme du papier de verre. Une vague d'angoisse me submerge. Je me force à respirer lentement, à rester logique. Certes, c'est une situation bizarre et inhabituelle, mais ça peut aussi n'être rien du tout. Peut-être que c'est tout simplement un bug d'affichage de YouTube qui indique une date incohérente ou n'indique pas que le commentaire a été modifié. Probablement. Bref, il n'y a sûrement rien d'extraordinaire derrière ce commentaire. Mais je ne peux pas chasser le malaise au creux de mon estomac. Je devrais peut-être reprendre un anxiolytique. Je suis devenu tellement sensible et angoissé ces derniers temps que je deviens complètement parano. Je choisis donc de couper court. Inutile de perdre ma nuit à me torturer en tournant et retournant dans ma tête cette occurrence étrange mais qui s'explique parfaitement par un problème informatique quelconque. Et ce alors que j'ai bien mieux à faire. Réviser mes partiels par exemple. Ou plus important encore, finir le montage de ma prochaine vidéo, qui doit sortir dans quelques jours. Hors de question que je rate la date prévue. J'ai déjà été absente assez longtemps et fait trop de mécontents avec ma dernière annonce. Je ne peux pas me permettre de jouer comme ça avec la patience des gens, et encore moins avec l'algorithme. Je laisse donc le commentaire mystérieux de côté et me mets au travail. Quelques jours plus tard, je me retrouve avachi sur la table de ma cuisine, portable en main, lisant des tweets d'un œil tout en mangeant distraitement un bol de céréales. Dehors, une pluie glacée bat les vitres avec violence. Quel temps de chien! Un jeudi après-midi d'hiver classique en somme. Bien sûr, j'ai énormément de choses à faire, comme avancer ce dossier pour la fac, réviser mes cours ou, là encore un grand classique, lire mes derniers commentaires. Après quelques nuits blanches et un début de burn-out, j'ai réussi à sortir ce matin ma dernière vidéo, à la date que j'avais annoncée initialement. Mais évidemment, comme tout ça m'angoisse et que je ne parviens pas à m'y mettre, me voilà à procrastiner en grignotant. La porte s'ouvre et alors que je tourne curieusement la tête, je vois Zélie débouler. On se fixe avec un regard coupable. « Zélie Renard !» finis-je par m'écrier dramatiquement après un silence. « Pourquoi tu n'es pas en cours ? Je suis choqué et déçu de ton comportement, jeune fille. » Elle fait la balance de ses mains en grimaçant, faussement en réflexion. Des tours de stade dans le froid et sous la pluie, ou un après-midi au chaud à regarder des séries Netflix, je crois que mon choix est fait. « Je vais le dire à maman !» répliquai-je. Elle fronce les sourcils dans ma direction, avec la petite moue butée qui me fait craquer à chaque fois, la même qu'elle arbore depuis qu'elle a 5 ans. « Tu n'oserais pas !» Je souris. « C'est vrai, j'aurais trop peur de ce que tu me ferais pour te venger. »« Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-elle en se versant un verre d'eau. Je profite de la joie des études supérieures et de mon emploi du temps pour m'adonner à mon sport préféré, la glande. Elle me connaît trop bien et elle me lance un sourire narquois en me dévisageant. « Tu es encore en train de repousser la lecture de tes commentaires ?»« Oui, concédai-je. » Elle éclate de rire. Venant d'une autre qu'elle, je serais vexé, mais c'est une private joke de longue haleine. Sa remarque a au moins l'effet positif de piquer mon orgueil et de me pousser à passer à l'action. Je laisse donc ma petite sœur ricaner à mon propos et quitte la cuisine avec ce qui reste de ma dignité pour rejoindre ma chambre. J'ai moins de vues que la dernière fois, ce que ne manque pas de me rappeler l'interface de YouTube, qui affiche fièrement mes statistiques. Mais la plupart des commentaires sur lesquels je tombe restent adorables. Même si dans ma tête, ils ne parviennent pas à surpasser les trop nombreux commentaires négatifs, ils me réchauffent quand même le cœur. Mais soudain, mon regard accroche, un peu plus bas, une suite de caractères qui me semblent étrangement familières. Je fais défiler la page, mon cœur se fige dans ma poitrine.
Tu devrais refaire une vidéo sur une histoire vraie. Tu devrais te renseigner sur l'affaire Lola Mignard. C'est une nouvelle histoire que tu peux traiter. » Un grand froid envahit mon plexus solaire. Je sais où j'ai déjà vu ce pseudo. C'est le type de l'autre fois, celui du commentaire sur Morgana Dusquet. Cette fois, il est plus récent que le premier, il date du jour même. Je me mords les lèvres, incertaine de ce que ça signifie et de ce que je dois faire de ce commentaire. Après quelques secondes d'hésitation, j'ouvre un nouvel onglet et tape le nom de Lola Mignard sur Google. Rien de spécial ne sort, ni sur Google Actualités, ni sur les réseaux sociaux, ni nulle part en fait. Le pseudo de l'auteur donne encore moins de résultats. Incapable de déterminer quoi faire, je fouille encore autant que je peux, puis défaite finit par m'avouer vaincu et par fermer tous mes onglets. Tous sauf celui de ma chaîne YouTube, où se trouve encore ce commentaire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque encore ? Pourquoi un inconnu sur ma chaîne m'invite-t-il à me pencher sur l'histoire vraie et nouvelle, précise-t-il, d'une fille à qui il n'est jamais rien arrivé ? Ou à qui il n'est encore rien arrivé ? Me susurre une petite voix au creux de mon oreille. Je la fais taire. Il n'y a rien que je puisse faire d'autre, mais une part de moi garde malgré tout le nom de cette fille dans un coin de ma tête. Au cas où, juste au cas où. Quelques jours plus tard, alors que je lis distraitement les actualités, je vois un article annonçant une disparition inquiétante dans ma ville. La disparue s'appelle Lola Mignard. Elle n'a pas donné de nouvelles depuis la veille. Je me redresse sur mon lit comme frappé par la foudre, électrisé du sentiment de panique qui court dans mes veines. La veille, la disparition date de la veille, et le commentaire l'annonçant date de plusieurs jours plus tôt. Je retrouve les quelques lignes sous ma dernière vidéo, le relis pour être sûr que je ne deviens pas folle, que je n'invente pas des choses qui n'existent pas. Mais le commentaire est bien là. YouTube indique bien il y a 4 jours. Et cette fois, impossible pour moi de justifier ça par un bug, parce que je sais que le commentaire date bien de 4 jours en arrière. J'étais là, je l'ai vu en direct. La tête me tourne. Que faire? Que penser? Dois-je me tourner vers un ami ou Zélie pour chercher conseil? Prévenir ma mère? Alerter la police? Et pour dire quoi? Que j'ai un prophète parmi mes abonnés? Et puis il y a le risque qu'on pense que je suis lié, de près ou de loin, à cette histoire. Ou pire, qu'on pense que je mens, que je m'invente une vie, empoisonnée par les histoires d'épouvantes que je raconte sur ma chaîne. Et si l'affaire fuite, que les réseaux sociaux s'en emparent, qu'on dit que j'ai tout inventé pour le buzz, que je cherche l'attention? Et si l'auteur de ces commentaires n'était pas juste un devin? S'il savait que les filles allaient disparaître, non pas par un don de voyance, mais parce qu'il est le responsable. Ça pourrait être un monstre, de ceux dont j'ai raconté les vies pendant des années, qui a décidé de semer la désolation sur sa route et de m'envoyer des messages au passage. Ce ne serait pas le premier tueur en série à narguer les autorités ou un média quelconque. Maintenant que j'y réfléchis, les disparitions ont toutes eu lieu autour de chez moi. La périphérie de la ville est maintenant en ville. Se rapproche-t-il de moi ? Je siffle de douleur, me rends compte que je me suis rongé l'ongle du pouce jusqu'au sang. La panique enfle dans ma poitrine, me suffoque. Je ne peux pas gérer ça, je n'en ai pas la force. Je veux que ce commentaire et le type qui l'a écrit disparaissent dans les limbes d'internet d'où ils sont sortis. Je veux oublier cette histoire. Et prise d'une pulsion soudaine, je supprime le commentaire. Que ce tordu me laisse tranquille, qu'il aille au diable. Le petit matin me trouve épuisée et nerveuse. Je n'ai quasiment pas dormi, tournant et retournant les événements de la veille dans ma tête. J'ai l'impression de perdre pied, de perdre l'esprit. J'en viens à me demander si je n'ai pas imaginé toute cette histoire, et comme j'ai supprimé le commentaire, je n'ai même plus de moyen de le vérifier. Quand ma mère part enfin au travail, je me glisse comme un animal craintif dans le salon. Mais j'ai l'impression que les murs se referment sur moi. Je me sens prise au piège, paranoïaque. Je jette un coup d'œil craintif au bas de la rue, comme si j'allais voir apparaître une silhouette habillée tout en noir et armée d'un grand couteau. Mais évidemment, il n'y a rien. Rien d'autre que quelques passants et l'angoisse sourde au fond de ma gorge. Je me sens si troublé qu'il est impensable pour moi d'aller en cours. Je passe donc la journée à l'appartement, scotché à mon téléphone, guettant je ne sais pas quoi exactement, mais redoutant le pire. En fin d'après-midi, épuisé par ma nuit blanche et par la tension nerveuse, je finis par m'assoupir, sombrant dans un demi-sommeil peuplé de vidéos YouTube et de monstres menaçants. Je suis réveillé en sursaut quelques heures plus tard, alors que ma mère entre dans ma chambre. « Anna, tu sais où est Zélie ?» Groggy, je me redresse dans mon lit, échevelé et complètement à l'ouest. Je regarde l'horloge sur ma table de nuit. 20h34. « Tu sais où est ta sœur ?» répète impatiemment ma mère. « Elle n'est toujours pas rentrée et elle n'a pas prévenu. Ça va chauffer pour elle quand elle va daigner montrer le bout de son nez. » Je déglutis, mais ma bouche est sèche comme le désert. Ça ne ressemble pas à Zélie. Certes, elle est rebelle, fantasque, elle sèche les cours et elle est parfois insolente, c'est une ado. Mais elle sait que ma mère et moi avons tendance à nous inquiéter si elle part sans prévenir.
et on a donc un accord. Si elle est retenue quelque part, qu'elle décide d'aller manger avec des amis sur un coup de tête, ou qu'elle n'a plus de bus pour rentrer ou quoi que ce soit, elle doit envoyer un SMS à l'une d'entre nous. Mais un rapide coup d'œil à mon portable m'apprend qu'elle ne m'a pas contacté. Je secoue la tête vers ma mère, celle-ci lève les yeux au ciel et part de ma chambre en pestant que cette gamine va la tuer. Et comment a-t-elle pu bien rater son éducation à ce point? Quant à moi, je me lève, la boule au ventre, la gorge nouée. Tout se mélange dans ma tête, j'ai un mauvais pressentiment. Je connais bien ma sœur et je sais que ce n'est pas son genre de disparaître comme ça, sans même un message. Presque malgré moi, comme un réflexe, je retourne sous ma dernière vidéo et fais défiler les commentaires. Il y en a un nouveau, du même auteur. Je suis incapable de me retenir de le lire, même si je sais d'instinct que ça ne va pas me plaire. Mais c'est encore pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je ne peux retenir un hoquet d'horreur en lisant. Il est écrit « Tu devrais faire une vidéo sur l'affaire Zélie Renard ». Alors mes petits amis, qu'avez-vous pensé de ce premier conte? Glaçant, n'est-ce pas? Il faut dire que les youtubeurs s'exposent, eux et leurs proches, à différents types de dangers. Certains diront que c'est prévisible, la rançon de la gloire. Et pour cela, je réserve une nouvelle histoire, avec une menace qu'ils ne verront jamais approcher. Elle s'intitule « La main du démon ». Salut tout le monde, enfin ce qu'il en reste. C'est la fin de YouTube, c'est aussi la fin d'Instagram, de Twitter, de Snapchat, de TikTok et autres joyeux réseaux sociaux qui ont eu la désastreuse fonction de partager des vidéos. C'est aussi la fin de notre civilisation au passage. Je fais cette dernière vidéo tout en sachant que seule une poignée de personnes la regardera. En vérité, je la fais plutôt pour les générations futures qui, un jour peut-être, découvriront nos ordinateurs, nos smartphones ou nos serveurs et trouveront cette vidéo telle une relique historique et le témoignage d'un passé lointain. C'est pour eux que je fais cette vidéo, pour qu'ils sachent comment les réseaux sociaux ont condamné plus de 80% de l'humanité à une mort effroyable. J'ai entendu une chose incroyable à la radio ce matin. À l'heure où j'enregistre ce message, 37 millions de personnes meurent chaque jour. Cela équivaut à plus de 25 000 morts par minute. Rendez-vous compte, 25 000 morts par minute uniquement à cause de ces vidéos. Dans 6 mois, nous ne serons plus que 1,2 milliard d'habitants sur la planète. Nous étions 8 milliards il y a encore un mois. On peut dire que les choses ont très vite dérapé. Alors une question vous brûle peut-être les lèvres. Comment en est-on arrivé là ? À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas l'origine du phénomène. Est-ce un fantôme, un démon, des extraterrestres, une intelligence artificielle venue du futur, ou même Dieu en personne? Qui sait? Les hypothèses se croisent et s'entrechoquent, mais en réalité, personne ne sait et pour ma part, ça ne m'intéresse même plus de savoir. Ce que je veux, c'est vous raconter comment les choses se sont passées. Alors laissez-moi vous parler de ce phénomène qu'on a appelé la main du démon. Depuis sa première apparition sur TikTok jusqu'à la façon dont les gens vivent avec aujourd'hui. Bien sûr, vous comprendrez que pour votre propre sécurité, je ne mettrai aucune vidéo de la main du démon. Si je faisais cela, je vous condamnerais également à une fin tragique. Dans cette vidéo, je vais donc principalement vous en parler par le biais de témoignages. J'ai découvert la main du démon un peu par hasard en me promenant sur Reddit. Un soir, je suis tombé sur un post intitulé « J'ai été touché par la main du démon et on la voit sur une vidéo ». À ce moment-là, c'était il y a environ 6 mois, j'ignorais totalement de quoi parlait ce post, mais comme j'étais friand de mystères occultes, j'ai immédiatement cliqué dessus. Je vous le lis. Je m'appelle Alexander et j'ai été touché par la main du démon. J'étais chez mes parents il y a 6 jours. Nous regardions des vidéos sur YouTube jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'horreur. Pour faire peur à mes parents, surtout à ma mère, je décide de la lancer. Dans cette vidéo, une personne filme un gamin en train de faire voler son cerf-volant dans un parc. Derrière eux se trouve un jogger qui court près des buissons. Soudain, on voit une main sortir d'un arbuste et lui attraper le mollet. Le jogger est tellement effrayé qu'il fait un bond olympique sur le côté. Moi je riais parce que le type se ramassait par terre et se traînait sur les fesses en reculant. Mais mes parents, ils étaient scotchés sur le canapé. Ils y croyaient complètement. J'aurais dit que c'était un fake et qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on voyait sur YouTube. Mais ce matin, lorsque je suis sorti de mon appartement pour rejoindre l'ascenseur, j'ai senti quelque chose de froid me saisir la nuque. Je flippe à mort, je crie, je me retourne en frappant derrière moi, mais je ne vois personne. Ça m'a fait un choc, mes jambes en tremblaient.
Il y a des caméras dans mon couloir, alors j'ai demandé au concierge de me montrer la vidéo. Il n'était pas chaud au début, il m'a dit qu'il n'avait pas le droit. Je lui ai expliqué que j'avais été agressé, mais que je ne voulais pas porter plainte, et il a fini par me laisser regarder. Et là, je tombe des nues. Sur les images de surveillance, je vois un long bras blanc sortir de derrière un extincteur à incendie et me saisir la nuque. Un extincteur à incendie. Personne ne peut se cacher derrière un extincteur à incendie. C'est dingue. Il m'est arrivé grosso modo la même chose que le jogger sur la vidéo. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce délire? Est-ce que c'est arrivé à l'un d'entre vous? J'ai vraiment peur. Et je vous le dis, la main du démon existe réellement. Ce n'est pas un fake, faites attention. Ce post avait piqué ma curiosité. J'ai commencé alors à rechercher des vidéos sur cette fameuse main du démon. Et très vite, j'en ai trouvé un paquet. On y voyait des personnes se faire toucher par cette étrange main blanchâtre. Que ce soit dans la rue, au parc, dans un centre commercial, une station de métro ou même au domicile des victimes, il existait des dizaines de ces vidéos venues du monde entier. Dans chacune d'elles, on voyait un bras pâle se tendre pour toucher une personne. C'était incroyablement réaliste et les gens sursautaient sans comprendre ce qui leur arrivait. On lisait littéralement la peur dans leur visage. Bien évidemment, ce genre de mise en scène était extrêmement courant sur internet et ce bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Il était facile de créer une vidéo surnaturelle avec l'aide de quelques complices ou en retouchant les images. Et je vous avouerai que c'est dans cet état d'esprit que j'ai regardé ces vidéos, sans savoir que je faisais entrer la main du démon dans ma vie et que mon temps était désormais compté. Ce que j'ai appris depuis, c'est qu'il faut 6 jours entre le visionnage d'une vidéo montrant la main du démon et son arrivée dans votre vie. À partir du 6e jour, vous devenez sa cible. Pour moi, c'est arrivé alors que je faisais une vidéo avec des potes dans laquelle on apprenait à jongler avec des objets envoyés par les abonnés. Alors que je regardais mon pote jongler avec des ballons de baudruche contenant de l'urine, j'ai senti une main froide agripper ma cheville. Comme beaucoup de personnes, malheureusement, après avoir visionné des dizaines de fois cette séquence, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'ignorais qu'en agissant ainsi, je répandais davantage le fléau et que je transformais mes abonnés en victimes qui, pour certains d'entre eux, posteraient à leur tour leurs terrifiantes expériences. Car il y a une chose qu'il faut savoir, et là encore, aucune explication n'est apportée à ce jour. On se fait toucher uniquement en présence d'une caméra qui nous filme. Et aujourd'hui, passer une journée sans être filmé est pratiquement impossible. Que ce soit par la vidéosurveillance d'une rue, d'une banque, d'un commerce ou même d'un smartphone, nous sommes constamment sous l'œil des caméras. Et c'est dans ces moments-là que la main du démon saisit ses victimes. Tout cela, nous l'ignorions. Certains youtubeurs et influenceurs provoquaient même la chose en se filmant 24 heures sur 24 jusqu'au moment où la main du démon les attrapait. Après avoir hurlé de manière excessive, ils se satisfaisaient en titrant leurs vidéos avec des phrases telles que « J'ai été touché par le démon, incroyable » ou encore « Le démon est apparu sous ma douche ». J'ai même vu une vidéo intitulée « Le démon m'a essuyé les fesses », mais il s'agissait simplement d'une parodie. J'avoue avoir cliqué dessus, c'était plutôt drôle. Pour beaucoup, être touché par la main du démon était devenu un challenge qu'on se lançait les uns les autres. Malheureusement, la main du démon ne faisait pas que toucher les gens qui avaient visionné un enregistrement. Non, ce n'était en réalité que le début d'un long calvaire. Un calvaire qui ne se finissait que d'une mystérieuse façon. À présent, vous vous posez sans doute cette question, mais d'où venait la première vidéo ? On ne sait pas qui a été touché en premier, mais on sait avec certitude quelle a été la première vidéo postée. Je pense avoir suffisamment de recul maintenant pour pouvoir faire le tri et vous retracer le déroulement chronologique de ce phénomène. Tout a commencé par une vidéo TikTok. Nous sommes le 24 avril 2025 au sud du Bangladesh, dans la ville de Khulna. La vidéo est prise par une caméra embarquée dans une voiture capable de filmer en vision nocturne. Ce genre de caméra filme la route et sert généralement à prouver la bonne foi du conducteur en cas d'accident non responsable avec un automobiliste ou même un piéton. Mais cette fois-ci, elle a servi à capturer quelque chose d'inattendu. Je dirais même de paranormal. Il est 21h45, nous voyons le véhicule rouler la nuit sur une route de campagne toute cabossée. Le chauffeur suit de très près un couple roulant sur un vieux cyclomoteur. Alors qu'il passe près d'un poteau, on voit un long bras sortir de ce dernier et attraper brièvement le bras de la femme. On sait qu'elle a été attrapée par quelque chose car le bras de la femme se soulève. Elle sursaute et se retourne plusieurs fois apeurée. La vidéo est vraiment étrange car le bras sort de derrière le poteau, or ce dernier n'est pas très épais. Une vingtaine de centimètres tout au plus. Même un enfant aurait du mal à se cacher derrière. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est la longueur du bras. Il est vraiment très long. Je l'ai mesuré en prenant comme référence la tête de la femme.
D'après mes calculs, il faisait environ 1,30 m, la taille d'un bras humain normal est d'à peu près 65 cm. Cette vidéo a fait le tour du Bangladesh et des pays de la région. On voyait des vidéos apparaître sur les réseaux de la main du démon touchant les gens de façon hasardeuse. Alors, petite particularité à savoir concernant cette main mystérieuse, jamais personne ne l'a vue de ses propres yeux. On peut la voir uniquement sur un enregistrement. Personne ne sait expliquer pourquoi. Comme pour le redditeur Alexander, les personnes touchées déclarent toutes sentir une main froide les attraper. Sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, on voit les touchés qui sursautent. Cependant, jamais personne n'a déclaré avoir de marque, hormis en Inde lors de la fête de la Holi. C'est une fête hindouiste où l'on jette de la poudre colorée. Les participants se retrouvent ainsi peints de la tête aux pieds. Il y a une vidéo dans laquelle un homme se filme le bras en jurant que le démon l'a saisi, et on y voit effectivement les traces de longs doigts aux articulations noueuses. En faisant mes recherches, j'ai trouvé un article d'un journal bangladais traduit en anglais. Il est daté du 20 mai 2025, soit à peine un mois après la première diffusion de la main du démon. Je vous le lis en français. Des milliers de personnes touchées par la main du démon, la population s'inquiète. Depuis plusieurs semaines, dans tout le pays, des milliers de personnes disent avoir été attrapées par une mystérieuse main. Plusieurs vidéos prouvent ce phénomène sans que quiconque ne puisse fournir une explication. Elle montre une main blanche et glaciale qui touche les personnes, qui semblent alors surprises et déstabilisées. Les autorités ont lancé une enquête sur ces événements, mais jusqu'à présent, elles n'ont trouvé aucune piste concrète ni explication rationnelle. Cependant, les pouvoirs publics mettent en garde contre le visionnage de ces vidéos, qui semblent être à l'origine de l'augmentation des cas. Ils appellent la population à la prudence et à éviter tout contact avec ce que certains surnomment la main du démon. Des experts en paranormal ont été consultés pour tenter de comprendre la nature de ce phénomène mystérieux. Certains pensent qu'il s'agit d'une entité maléfique qui a réussi à se manifester dans notre monde par le biais de vidéos sur Internet. En attendant, le pays est plongé dans une atmosphère de peur et de mystère, alors que les autorités continuent de chercher des réponses. Le gouvernement du Bangladesh a rapidement établi un lien entre le visionnage de ces vidéos et la recrudescence des touchés dans le pays. Malheureusement, à part conseiller d'éviter de regarder les vidéos montrant la main du démon, rien n'a été fait pour empêcher leur diffusion. Ces dernières se sont au contraire multipliées les semaines qui ont suivi. Si le phénomène a débuté au Bangladesh, il s'est très vite propagé aux pays voisins, Inde, Birmanie, Thaïlande, Indonésie. En quelques semaines, toute l'Asie diffusait des vidéos de main du démon. À peine 2 mois plus tard, un journal américain diffusait la vidéo d'un marathonien new-yorkais se faisant toucher à Central Park. Dès lors, le monde s'est mis à se jeter sur ces vidéos et le phénomène s'est amplifié de manière exponentielle. Des personnalités publiques ont même été touchées sous plusieurs angles de caméra. Le roi Charles III, qui saluait la foule depuis son balcon, a fait un malaise après avoir été attrapé par la main du démon. L'actrice Bella Ramsey a lâché son Emmy Awards obtenu pour son rôle dans la série The Last of Us. Mais la plus mémorable de ces occurrences est sans aucun doute celle du président français qui, dans un bain de foule, serrait les mains se présentant à lui, et qui, sans même s'en rendre compte, a empoigné la main du démon. Il déclarera ensuite avec humour « J'espère que c'est un futur électeur ». Cela dit, s'il n'y avait que cela, s'il n'y avait qu'une main vous effrayant au coin de la rue, entre les rayons du supermarché ou lors de votre footing, on s'en serait remis. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Voici ce que dit un utilisateur de Reddit. J'ai été attrapé par la main du démon il y a 41 jours et je l'ai vu. C'était dans une rame de métro. Il y avait un enfant en face de moi, il était assis et jouait sur une console portable. Sa main droite était normale, mais sa main gauche était énorme et blanche. La peau était toute fripée et les articulations épaisses. Je jure que c'était la main du démon. J'étais assis, incapable de rien à part fixer cette main horrible. J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis levé en bousculant les gens autour de moi. Je suis descendu à une station qui n'était même pas la mienne. Je sais que d'autres ont été attrapés par la main du démon. Est-ce que vous l'avez vu vous aussi ? L'expérience de ce contributeur a été vécue par toutes les personnes ayant visionné la main du démon. Le phénomène se produit 6 semaines après l'avoir vu. C'est toujours une main gauche. On peut la voir aussi bien chez des individus, remplaçant leur main gauche, que pendue à un arbre, sortant d'une bouche d'égout ou d'un distributeur de friandises. Et plus on s'approche du jour fatidique, plus la fréquence des apparitions est régulière. Au début, je la voyais rarement, puis petit à petit, je l'ai aperçue quotidiennement. Le matin sur mon oreiller, derrière ma télé, sous mon rideau de douche, dans mon réfrigérateur ou dans mon tiroir à chaussettes. Plus on s'approche du dernier jour du 6e mois après le visionnage, plus les apparitions se font fréquentes. Aujourd'hui, j'en vois partout autour de moi.
Mais contrairement au toucher du démon, qui se produit uniquement lors d'un enregistrement, les mains qui apparaissent par la suite ne peuvent être captées par l'image ou même vues par les autres. C'est une sorte d'hallucination en quelque sorte. Et chose étrange, lorsqu'on essaye de la toucher, la main du démon recule subitement et disparaît. Voici un autre post Reddit qui montre bien dans quel état d'esprit nous étions tous lors de ce qu'on a appelé la vague des hallucinations. J'entends de plus en plus de personnes voir des mains du démon. Dans la rue, je vois des gens sursauter et même parfois hurler sans aucune raison apparente. Mais moi, je sais pourquoi. Nous le savons tous désormais. Les gens se font attraper comme des mouches. Tout à l'heure, j'étais au supermarché. Lorsque je suis passé en caisse pour payer mes articles, le caissier a été saisi d'effroi devant ma main. Je suis gaucher et c'est donc avec cette main que je tenais mon billet. Il a refusé de me le prendre. Il s'est levé puis il est parti en courant. Un nouveau dans la communauté des damnés sans doute. J'ai une théorie concernant ces visions. Je pense que lorsque l'on voit la main du démon à la place de celle d'un individu, c'est que ce dernier a également été touché. Dorénavant, j'évite de montrer ma main gauche. Je porte des gants alors que nous sommes au printemps. Encore une fois, si vous n'avez jamais vu de vidéo sur la main du démon, n'en regardez surtout pas. En définitive, c'est l'ignorance qui nous a condamnés. Alors que sur les réseaux, on commençait à lire des commentaires sur la nécessité de ne pas regarder ces vidéos, à la télévision, le sujet tournait en boucle avec tous les jours son nouveau lot de touchés. Un garçon en short saisi au mollet dans un parc, une vieille femme attrapée à la main dans un ascenseur, un architecte saisi au cou alors qu'il regardait une grue déposer du matériel. Les vidéos se multipliaient à une cadence infernale. L'inquiétude montait et les gouvernements du monde entier étaient incapables de rassurer leur population. Le Maroc fut le premier pays à pénaliser la diffusion de ce type de contenu, mais il était déjà bien trop tard pour une grande partie de la population, car les premières disparitions avaient déjà commencé. 6 mois après la diffusion au Bangladesh, une rumeur affirmant que les personnes touchées disparaissaient les unes après les autres a commencé à se répandre. Au début, on pensait qu'elles avaient choisi de quitter ce monde de leur propre chef. Il faut dire que le climat général s'y prêtait parfaitement. Mais en l'absence de corps, on était forcé de croire à de simples disparitions, comme si les personnes se volatilisaient. Il est temps à présent de vous expliquer pourquoi le visionnage de ces bras a un lien avec le désastre planétaire que nous vivons. Pour cela, je vais vous lire un dernier post. Ces événements se sont produits 6 mois après le toucher du démon d'un utilisateur de Reddit. J'en vois partout à présent. Des mains qui sortent des murs, du sol, du plafond et même de mes poches. Elles m'entourent constamment. Ce qu'on dit est vrai concernant les caméras. Je me filme constamment avec mon smartphone, ma webcam et ma caméra et ça marche. Je me filme sous la douche et même aux toilettes. Hier, nous étions le 6e mois après mon observation de la main du démon. J'aurais dû disparaître comme tout le monde, mais je suis toujours là. On ne disparaît pas si on est filmé ou si nous sommes accompagnés. Mais à quoi bon ? Les mains me touchent désormais, elles sont froides et moites, elles ne me laissent pas dormir. Je suis épuisé, j'en ai marre, je veux en finir. J'ai vu un influenceur religieux dire qu'il fallait accepter de disparaître, que nous nous étions trompés concernant la main du démon, qu'elle était la main de Dieu et qu'il souhaitait nous amener au paradis. Bon sang, habituellement je ne crois pas à ce genre de conneries, mais je suis tellement désespéré que je suis prêt à tenter le coup. Je vais éteindre ma caméra et voir si ce paradis existe. Adieu, bonne chance à tous. Lorsqu'on a commencé à compter les disparitions, la panique qui était déjà bien installée s'est changée en terreur planétaire. En quelques semaines, on est passé de quelques milliers de disparus à plusieurs millions à travers le monde. Puis on s'est mis à compter en dizaines de millions avant d'atteindre les centaines de millions. Les gouvernements mondiaux, qui ont montré leur totale incapacité à endiguer le phénomène, voyaient les membres qui les composaient disparaître les uns après les autres. Cela va sans dire, comment parler d'un sujet et prendre des mesures sans savoir de quoi on parle. Je ne sais même plus qui gouverne mon pays. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, plus personne ne travaille, les magasins sont vides, tout le monde s'enferme chez lui. Je regarde parfois par ma fenêtre, les rues sont vides. On est loin des films apocalyptiques où tout le monde s'en prend aux vitrines des magasins. Non, ici les gens sont résignés. Heureux est celui qui n'a rien vu. Je ne vous ai pas dit, ma copine a disparu il y a 2 jours. J'étais aux toilettes et lorsque je suis revenu, la caméra sur pied qu'on avait installée dans notre chambre est tombée. Je ne sais pas si c'était volontaire de sa part ou non. Ma mère aussi a disparu. Aucun de mes frères et sœurs ne répond à mes messages. Je suis seul. Cela fait 6 mois aujourd'hui que j'ai vu la main du démon. Depuis ce matin, je vois des mains de démons tout autour de moi. Elles me touchent à travers mes vêtements. J'ai l'impression qu'elles me supplient de les suivre. C'est horrible.
Je ne sais pas comment certains peuvent tenir 2 jours avec cette sensation répugnante. Je vous avouerai que je ne suis pas un homme courageux. J'ai des somnifères, je vais tripler la dose. Ma caméra est sur batterie, il ne reste plus que 20% d'autonomie. Normalement, d'ici 30 minutes, elle s'éteindra. Si tout se passe bien, je me réveillerai au paradis. Je vous dis donc adieu à mon tour. J'espère que l'humanité survivra à cette épreuve. Tout compte fait, nous vivions une époque follement excitante. Dommage qu'elle se termine ainsi. Adieu. Bye bye. Voilà qui résout son addiction aux réseaux sociaux. On peut dire qu'il aura reçu un sacré coup de main. C'est sûr que s'il s'était contenté de lecture, il n'en serait pas là. Et à ce propos, il faut que je vous parle de cette anthologie, mon petit cadeau de Noël pour vous. Elle rassemble 15 nouvelles écrites par des auteurs de l'imaginaire et illustrées par autant d'artistes talentueux. C'est mon livre de chevet, vous pouvez le télécharger dès maintenant sur mon site grâce au lien en description. Avant de partir, je vous en prie, assassinez le bouton like à l'aide de l'objet contondant le plus proche. C'est la manière la plus simple de nous faire savoir que vous êtes friands de ces contes macabres et paranormaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, avec cauchemar en prime.